Donc oui, une présentation intitulée Usage pratique du chitosane pour lutter contre Brettanomyces. Donc on va rapidement au début reparler un peu de Brettanomyces, repositionner la problématique dans son contexte et effectivement après appréhender un peu ce qu'offre le chitosane comme nouvel outil de contrôle pour la lutte contre cette levure d'altération. Donc Brettanomyces bruxellensis, on ne la présente plus, vous la connaissez bien. Vous la connaissez parfaitement, son identité est bien connue de vous tous. Elle a été décrite pour la première fois dans la bière, puis ensuite dans le vin par Émile Pénaud. On la connaît maintenant très bien, notamment au travers des travaux qui ont été réalisés ici à la faculté d'œnologie de Bordeaux par Pascal Châtonnet, plus récemment par Andrea Romano, qui a montré un peu l'effet de synergie qu'il y a entre les différents métabolites produits par Brettanomyces bruxellensis et qui concourent à produire des notes cuir animal ou d'autres notes préjudiciables à la qualité des vins, et dans tous les cas masqueurs du caractère fruité et de fraîcheur des vins rouges. Et un des points importants concernant Brettanomyces, c'est son origine, le raisin, et là aussi c'est un travail qui a été réalisé à la faculté d'œnologie de Bordeaux, qui a été de démontrer quelque chose qui était longtemps suspecté mais vraiment jamais établi, c'est l'origine sur le raisin de Brettanomyces bruxellensis. Donc ça, c'est des travaux qu'on avait réalisés il y a maintenant quelques années, mais qui montraient, au sein d'un inventaire de différentes levures sur le raisin, que Brettanomyces bruxellensis faisait déjà partie du consortium microbiologique à la vigne, de façon minoritaire par rapport à d'autres levures, mais qu'elle était déjà présente. On a été un peu plus loin en identifiant les souches, ou en regardant un peu les souches de Brettanomyces bruxellensis, et en regardant un peu la séquence de l'évolution de ces souches, on constate qu'il y a des profils que l'on détecte dès la nouaison et qui sont ceux, quand on suit le vin ensuite, qui est vinifié à partir des raisins suivis initialement sur la parcelle, qui sont les mêmes profils. Donc l'origine de Brettanomyces, aujourd'hui, c'est effectivement le raisin. Il y en a sur tous les raisins ou presque, et après, c'est à nous de pouvoir gérer la problématique lorsque le raisin arrive au chai. Alors juste un point sur l'origine raisin, des travaux aussi qu'on a pu suivre depuis le début de ma thèse, c'est le dénombrement des populations moyennes de micro-organismes à la surface des baies de raisin au moment des vendanges, sur 3 parcelles de référence du vignoble bordelais, les mêmes pieds que l'on suit depuis 10 ans, ou presque pour la plupart. Au moment des vendanges, on dénombre les bactéries totales et les levures totales. Donc c'est assez intéressant de voir la variabilité de ces pressions microbiennes qui sont sur le raisin au moment des vendanges. On voit de fortes variations, notamment en termes de levure, 2005, 2009, 2011, des millésimes où il y avait une très forte population de levure au moment des vendanges. Alors pour repartir sur la problématique Brettanomyces, un point ou un suivi qui est intéressant, c'est que l'un des domaines qui réalise ce suivi au vignoble fait au début de l'année qui suit les vendanges, donc au début janvier, lorsqu'il va commencer à travailler ses assemblages, un inventaire ou un dénombrement de ces populations microbiennes sur tous les lots de son chai, pour pouvoir éventuellement éviter d'assembler des lots qui possèdent beaucoup de Brettanomyces et ceux qui en possèdent moins. Et une corrélation qui est assez intéressante, enfin une corrélation, un début d'hypothèse, ou une observation en tout cas, c'est pas du tout qualitatif cette observation, mais c'est pour un peu éveiller des curiosités, c'est que les millésimes où on avait des populations en levure les plus élevées sur le raisin, on retrouvait dans les vins en début d'itinéraire des populations les plus élevées en Brettanomyces. Donc ça, c'est juste pour un peu introduire le sujet, être un peu curieux là-dessus, et aussi souligner l'importance des travaux tels que ceux qu'ont menés Johanna, en termes d'importance du sulfitage, du levurage, de la gestion du début d'itinéraire, car on ne gagne pas un marathon si on rate les premiers kilomètres. Alors ça, c'était juste pour des questions de curiosité, un peu revenir sur des données bien établies. Concernant Brettanomyces, on sait que c'est une levure qui tolère très bien le SO2, qui est parfaitement tolérante au pH, qui tolère très bien l'éthanol, qui tolère très bien les composés phénoliques, qui peut s'accommoder d'oxygène ou de son absence. Pas besoin de grosses exigences nutritionnelles. Donc tout ça aussi pour rappeler en fait un point important, c'est que toute situation d'instabilité pour les autres espèces microbiennes qui sont utiles pour les fermentations, Saccharomyces cerevisiae pour la fermentation alcoolique, Gonococcus soni pour la fermentation malolactique, une fois que ces espèces seront en difficulté par l'alcool, par les composés phénoliques, Brettanomyces pourra tirer bénéfice de ces composés pour profiter de ce déséquilibre et de se développer dans le milieu. Donc c'est un point qui est assez important, donc Brettanomyces par rapport à ces phénomènes de déséquilibre au niveau des autres micro-organismes. Et le vinificateur n'est pas en reste, on est aussi sur un jeu d'équilibriste vis-à-vis de Brettanomyces, notamment à travers des critères que l'on a déjà évoqués. La maturité du raisin, plus on va aller loin dans la maturité, Johanna l'a montré, plus on a de levure non Saccharomyces présente sur la baie de raisin, donc probablement aussi là plus de Brettanomyces, donc il va falloir aussi jouer avec. Et puis aussi au fur et à mesure de l'attente des consommateurs, on a pris aussi des options techniques qui aussi
font que le jeu d'équilibriste pour le vinificateur est de plus en plus difficile à stabiliser. Par exemple, le foulage, on foule de moins en moins les baies de raisin, on essaye de favoriser des phénomènes simples de diffusion, et on a des phénomènes de relargage de sucre, des choses qui sont dans un milieu alcoolique difficiles pour Brettanomyces, difficiles pour Saccharomyces et favorables pour Brettanomyces. On a aussi favorisé des macérations de plus en plus longues, parfois à des très hautes températures, là aussi pour des fins qualitatives. Là, le but n'est pas un peu de tirer critique de ces techniques qui sont vraiment certainement mises à bon escient, mais aussi soulever le fait que plus on va dans ces sens-là, plus on ouvre la porte et on prend des risques vis-à-vis de Brettanomyces dans un milieu alcoolique, en fin de macération, lorsqu'on chauffe. Effectivement, Brettanomyces, elle ne subit pas trop la température, alors que les bactéries lactiques sont fortement inhibées. On va aussi protéger après les vinifications de plus en plus le vin, donc on va faire de moins en moins de soutirage, donc là aussi on va prendre des risques, on va garder les Brettanomyces qui ont sédimenté dans les lits, donc là aussi des choses qui vont être plutôt favorables à des situations de risque. Et puis enfin, pour continuer un peu dans la séquence de l'itinéraire, le collage, on revient de plus en plus au collage, vous le savez bien, tous les tests de collage aujourd'hui maintenant se font essentiellement à la dégustation, alors bien sûr à la dégustation c'est souvent le vin non collé ou collé à très faible dose qui est préféré, mais on oublie les fins de stabilité, notamment les fins de stabilité microbienne. Donc tout ça pour dire que Brettanomyces, on ne peut pas ne pas l'oublier, on ne peut pas travailler à l'aveugle, on prend des choix techniques qui sont en faveur de la qualité du vin, mais plus ces choix techniques sont précis et audacieux, plus on va prendre des risques vis-à-vis de Brettanomyces, notamment face à des phénomènes de déséquilibre. Alors il y a 3 recommandations aujourd'hui vis-à-vis de Brettanomyces: maîtriser les opérations fermentaires, maîtriser la stabilité microbienne durant l'élevage et maîtriser l'hygiène. Alors maîtriser, c'est peut-être pas forcément le terme, parce qu'on a parlé beaucoup de positions d'équilibre instable vis-à-vis de Brettanomyces. C'est peut-être un peu utopique de vouloir les maîtriser, mais au moins les gérer. Alors durant les fermentations, aujourd'hui, les recommandations sont simples, c'est d'éviter les vides microbiologiques, c'est-à-dire sur des phases préfermentaires notamment, ou des phases entre FA et FML, essayer de monopoliser le milieu, de protéger le milieu par des opérations, soit de levurage, soit d'inoculation en bactéries ou de suivi analytique qui permet d'avoir une gestion de ces phases-là. Et pas de substrat résiduel, c'est peut-être évident à dire, je le sais, mais je préfère le redire en introduction, parce qu'effectivement, c'est important d'avoir un vin fin de FA qui est sec en glucose-fructose, qui est aussi appauvri en autres nutriments. Il ne faut pas oublier que fermentation alcoolique et fermentation malolactique, à des fins microbiennes, c'est la stabilité microbiologique, et donc peu de substrat, plus du tout de substrat résiduel après ces fermentations, c'est nécessaire. Glucose-fructose, dérivés azotés, aujourd'hui on voit aussi par rapport à des degrés alcooliques de plus en plus élevés qu'on gave de plus en plus la levure en azote, et on se retrouve des fois avec des vins fins de fermentation alcoolique qui ont 100-150 mg d'azote assimilable. Donc ça c'est des choses aussi qui par la suite peuvent poser problème à des fins de stabilité. Donc toutes ces choses-là, c'est aussi à raisonner quand on considère la problématique Brettanomyces. Ensuite vient l'élevage, et là c'est vrai que le but de l'élevage va être de stabiliser microbiologiquement le vin, donc de lutter contre les déviations parmi lesquelles fait partie Brettanomyces. Donc l'élevage il intervient après la FA et la FML, lorsqu'on va jouer avec le sulfitage post-fermentation malolactique, et le but du vinificateur ça va être de stabiliser progressivement son vin pour arriver au moment du conditionnement à moins d'un germe par bouteille idéalement, pour éviter qu'ensuite les Brettanomyces puissent profiter de la bouteille pour se développer, parce qu'il faut avoir bien à l'esprit que les Brettanomyces résistent longtemps dans les bouteilles. Là, ce sont des analyses qu'on avait fait en 2006 de vins qui avaient presque 100 ans, et on retrouvait des Brettanomyces viables dans ces vins-là avec des teneurs en phénovolatiles très très élevées. Alors le cheval était peut-être mort en bouteille au moment des dégustations, mais en tout cas, on avait vu des choses qui avaient continué à évoluer après le conditionnement. Donc l'objectif du vinificateur, ça va être de stabiliser progressivement le vin vis-à-vis de la pression de Brettanomyces. Alors, il est utopique et illusoire de chercher une stérilité immédiate. On a aujourd'hui des opérations physiques, on va en reparler, filtration, flash pasteurisation, qui peuvent effectivement très rapidement amener à une stérilité du milieu. Alors, cette stérilité, dans un chai où on est dans un environnement qui n'est pas stérile, elle est illusoire parce qu'effectivement, il y a toujours possibilité d'avoir des contaminations, et parfois, la nature a horreur du vide et les levures Brettanomyces ou les bactéries acétiques reviennent rapidement dans le milieu à des niveaux de population parfois supérieurs à ce qu'elles étaient avant. Donc, le but, c'est, par des opérations adapté, de baisser progressivement cette charge microbienne en respectant ces équilibres d'occupation de la place du milieu et de l'environnement par les micro-organismes pour abaisser cette population. En abaissant cette population, on va limiter la production des phénols volatiles. L'objectif n'est pas d'avoir 0 phénol volatile, c'est illusoire. En 10 ans, travaillant un peu sur la problématique, j'ai jamais vu un grand vin rouge de Bordeaux avec 0 phénol volatile, mais c'est d'en limiter au moins le plus possible la concentration. Donc le but, ça va être de tamponner les populations, de les baisser petit à petit, et au moment du conditionnement, d'être sûr d'avoir un vin vierge en Brettanomyces.
Alors, bien sûr, ça c'est l'idéal, hein, c'est beaucoup de schémas, donc effectivement c'est les choses idéales qu'on schématise et que l'on représente. Et que se passe-t-il quand il y a un accident durant l'élevage? Alors aujourd'hui, c'est vrai, il y a des alternatives, enfin des possibilités de traitement qui sont principalement la filtration, la flash pasteurisation et donc le chitosane dont on va parler maintenant. Alors pour revenir juste rapidement sur les deux premiers, filtration et flash pasteurisation, ce sont des outils très efficaces. Par contre, en début d'itinéraire, on observe quelques problèmes collatéraux. Bon, déjà le vide microbiologique. Souvent, on voit les bactéries acétiques revenir très rapidement après une flash pasteurisation, par exemple, une augmentation d'acidité volatile qui peut être inhérent à un redéveloppement explosif des bactéries acétiques. Et lorsqu'on va un peu plus loin, on voit vraiment des dommages collatéraux lorsque les vins ne sont pas encore stabilisés et qu'on va jouer vraiment sur des paramètres plutôt non microbiens. Par exemple, la filtration tangentielle, ici sur un vin donc, du millésime 2012, filtré tangentiellement en décembre 2012, donc très tôt dans l'itinéraire, à un point qui est vis-à-vis de Brettanomyces, effectivement, c'est très efficace. Un point qui est relativement intéressant à prendre en compte, c'est par rapport à la stabilité de la matière colorante. La filtration tangentielle sur un vin qui était relativement chargé a retenu certainement beaucoup de colloïdes protecteurs et a déstabilisé la matière colorante. Donc en début d'itinéraire, c'est peut-être préjudiciable. Un autre exemple par rapport à la flash pasteurisation, là aussi en début d'itinéraire, des impacts non négatifs sur certains composés que l'on sait aujourd'hui impliqués dans les arômes de fruits rouges, fruits mûrs des grands vins rouges de Bordeaux, ben on va en atténuer un peu la concentration et peut-être qu'au final on aura perdu certains critères. Donc l'idée du chitosane, c'était de voir si au départ on n'avait pas une alternative biotechnologique à ces traitements physiques. Alors le chitosane, qu'est-ce que c'est ? C'est un polysaccharide, donc celui qui est utilisé en œnologie, il est extrait du champignon Aspergillus niger, et c'est un composé qui est très proche de la chitine, qui est un des composants essentiels des parois de cellules de levure. La différence avec la chitine réside essentiellement dans le degré d'acétylation. Le chitosane est beaucoup moins acétylé que la chitine, et puis il y a d'autres paramètres physico-chimiques tels que le poids moléculaire, le pKa et la propriété de chélation de certains cations. Alors dans la littérature, on observe certains mécanismes inhibiteurs des micro-organismes qui sont décrits, notamment l'effet sur le potentiel de membrane, c'est-à-dire la différence entre le pH intérieur et extérieur de la cellule, qui est la source de l'énergie cellulaire principale pour les micro-organismes et pour les cellules vivantes en général. Et on voit que le chitosane, probablement par des différences de charge, fait qu'en rentrant au travers de la paroi et en atteignant l'espace périplasmique, il va amoindrir ce potentiel de membrane, donc l'énergie cellulaire est peut-être affectée par le chitosane. On a aussi dans la littérature des hypothèses concernant la chélation des métaux. Le chitosane, parce qu'il est moins acétylé que la chitine, a de fortes capacités à piéger ou à transporter d'une certaine façon les métaux. Alors dans la littérature, pour expliquer les actions antimicrobiennes, certains auteurs pensent qu'il piège des métaux essentiels ou des cations essentiels aux levures, tels que le magnésium, le manganèse. Dans d'autres littératures, on pense que c'est la chélation du cuivre, par exemple, qui va rentrer plus facilement dans la cellule et qui va avoir un effet inhibiteur. Donc ça, c'est des choses aussi, même dans la littérature, qui ne sont pas totalement bien décrites avec exhaustivité, mais qui sont pourtant des hypothèses de l'action antimicrobienne du chitosane. Dans la littérature aussi, on voit des effets sur l'espace périplasmique. Alors on commençait à en parler en début par rapport à la différence de membrane. On voit un décollement de cet espace périplasmique, qui est l'espace entre la paroi et la membrane. Peut-être là aussi parce que le chitosane véhicule des composés, peut-être des cations et autres, qui fait qu'on a des chocs, des équilibres osmotiques qui sont un peu affectés et qui ont un effet inhibiteur sur les levures. Donc tout ça, c'est ce qu'on lit dans la littérature. Je pense qu'un peu par hasard, on s'est dit pourquoi ne pas le tester dans le vin ? Et c'est vrai que certains résultats étaient plutôt flatteurs en termes de résultats sur le chitosane. Ici, c'est des exemples de traitement d'un vin, de deux vins avec une population Brettanomyces relativement importante, où effectivement, après traitement en chitosane, après 10 jours de traitement, on avait baissé les populations. Par contre, si on reproduit ces traitements, on constate des variabilités. Parfois, l'effet est beaucoup moindre, la différence de population avant et après traitement est beaucoup moindre, et parfois, on n'a pas d'effet du tout. On voit des populations qui n'ont pas changé avant et après traitement. Donc tout ça, ça nous posait des questions il y a quelque temps quand le chitosane est apparu et a été développé. Alors là, je ne vais pas du tout être scientifique, c'est vrai que je m'excuse un peu pour les autres conférenciers qui ont élevé vraiment le niveau scientifique de ces conférences. Alors je vais essayer d'être juste pratique, juste un peu. On s'est dit, est-ce que dans la boîte à outils qu'on a, on n'a pas des choses qui peuvent aider à optimiser l'effet du chitosane ou à rendre un peu plus efficace le chitosane, parce que l'enjeu était trop grand de sortir quelque chose qui marchait 2 fois sur 5, comme on l'a vu sur le petit exemple précédent. Alors là,
on s'est juste dit, la paroi de levure, un point important, c'est la chitine et le glucane. Probablement que le chitosane étant proche de la chitine, il y a un effet perturbant qui se joue là. Et là, on s'est dit, effectivement, peut-être qu'on peut essayer de continuer à aller un peu plus loin dans cette voie-là. Et on s'est dit, dans la boîte à outils qui existe aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils qui permettent d'aller un peu plus loin? Et on n'a pas été bien loin. Monsieur Dubourdieu, je pense que vous êtes l'initiateur des glucanases en œnologie. Et on s'est dit, pourquoi ne pas voir si on ne pouvait pas avoir un effet de synergie entre le chitosane et les glucanases? Et effectivement, alors là, voilà, je m'excuse parce qu'effectivement, je n'ai pas de vérité scientifique à vous apporter, juste des faits à vous démontrer. Lorsque le chitosane était efficace, l'association, donc le produit s'appelle le Nobret, aujourd'hui on va développer après sa formulation, qui est une association de chitosane et d'enzymes, de glucanase. Lorsque le chitosane était efficace seul, l'association est aussi efficace. Et par contre, quand le chitosane tout seul n'était pas totalement efficace, on a été un peu plus loin dans l'efficacité. Donc là, probablement qu'il y a un effet de synergie. Peut-être au niveau de l'action lytique, est-ce que les glucanases elles vont jouer un peu sur cette trame glucane au niveau de la paroi pour faciliter l'accès du chitosane à toutes ces cibles qui sont possibles, qui sont probables compte tenu de la littérature? Est-ce qu'on joue aussi sur l'optimisation de l'action de sédimentation? Le chitosane est aussi décrit dans la littérature pour être un agent de sédimentation, de clarification à efficacité élevée, donc il pourrait tasser les cellules. Est-ce que les glucanases, en fragmentant un peu le tamis colloïdal des vins, n'accélèrent pas aussi cette sédimentation? C'est des hypothèses. En tout cas, la confirmation est qu'en synergie, ces deux composés offrent de meilleurs résultats que pris séparément. Donc on n'a pas pris n'importe quelle enzyme, mais on a essayé de regarder un peu les différentes formulations qu'on avait à disposition. Effectivement, on a essayé de choisir la formulation la plus efficace. Et aujourd'hui, c'est vrai que le produit qu'on propose, le Nobret, c'est une formulation de chitosane et d'enzyme, avec un point qui est important, c'est que le chitosane, c'est quelque chose qui est très difficile à réhydrater. Et avec les enzymes aussi, on facilite un peu la réhydratation. Et je pense que ça peut peut-être jouer aussi en termes d'efficacité, parce que, comme vous le savez, après, l'homogénéité d'un produit est important. Et comme on réhydrate beaucoup mieux le produit, on a beaucoup plus d'efficacité après. Alors des résultats qui sont... On en a fait beaucoup des essais, notamment grâce à certains présents dans la salle, que je remercie encore. On va vous en présenter quelques-uns. Un essai qui est pour moi intéressant, parce qu'en fait, c'est un essai sur 2 cuves d'un chai. Donc la population de Brettanomyces est la même à peu près, à peu de choses près, 10 puissance 3 dans les deux cas. Par contre, probablement une population qui était en déclin, qui avait déjà produit des phénols volatiles. Et avec du recul, on sait que c'est sur ces populations-là que le chitosane est moins efficace. Probablement que les cellules sont stressées, ou sur ces vieilles populations, on est moins efficace quand on est sur le chitosane seul. Et là, c'était une jeune population qui était prise avant de produire des phénols volatiles, probablement. Et après traitement, le produit a été efficace dans les deux cas. Donc là, on a peut-être nivelé un peu l'effet du chitosane par rapport au stade physiologique des levures, par rapport à l'association des deux produits. Un autre résultat sur les vins de lit. Donc des vins de lit, quand on les regarde en épifluorescence, c'est un peu un feu d'artifice. On voit beaucoup de viabilité et d'activité, notamment en termes de Brettanomyces. Et après traitement à l'Nobret, donc chitosane et glucanase, on voit beaucoup moins de fluorescence des populations qui ont été affectées. Et quand on suit un peu ces vins de lit, après 50 jours, la teneur en phénol volatile a quand même été maîtrisée dans le vin traité. Un autre exemple de traitement en cette début de période hivernale, estivale plutôt. Ouais, c'était la semaine dernière. Ouais, c'est un peu le cas. On a regardé un peu en partant d'un vin qui potentiellement n'avait pas un problème très fort en Brettanomyces, 10 puissance 2 en Brettanomyces, 21 mg en SO2 libre, un SO2 moléculaire autour de 0,4, donc on était un peu protégé. On s'est dit, si on plaçait le vin à 45 jours à 25 degrés, qu'est-ce qui se passait? Sans traitement, la population s'est quand même très rapidement développée, avec une production de phénol volatile. Donc le traitement au chitosane plus glucanase a été efficace, puisqu'on avait, après ces 45 jours, plus de Brettanomyces détectés. Et on s'est dit aussi, est-ce qu'on ne peut pas être en préventif par rapport à du SO2, donc un SO2 libre ajusté à 25 mg, où on gagnait un peu en SO2 moléculaire, on mettait un peu moins de chitosane plus d'enzymes, et on avait le même effet. Et en tout cas, on avait un meilleur effet que le SO2 tout seul rajusté à 25 mg par litre, où là, on était plus sur du non détecté, la population n'avait pas augmenté, mais elle n'avait pas été inhibée. Donc le vin était protégé peut-être, mais pas totalement en tout cas de sa population présente. Donc voilà un peu l'histoire un peu du chitosane et de notre vision chez nous à la Ford du produit avec cette association avec la glucanase. Donc un point qui est important, pratique, c'est un traitement à mettre après les fermentations, parce que ça joue le chitosane probablement aussi sur toutes les autres levures, et effectivement on peut gêner probablement les fermentations alcooliques. On constate aussi que ça gêne fortement les fermentations malolactiques, donc ne jamais traiter un vin avant fermentation malolactique.
c'est très difficile après de réenclencher la fermentation malolactique. Et un point qui est important, c'est de veiller à l'homogénéisation du produit dans la cuve ou dans le contenant. C'est important. Donc les applications, c'est curative en cas de contamination accidentelle, ça ne joue pas sur les phénols volatiles, ça joue uniquement sur les populations. Des applications préventives, vin douillage, les vins risqués, en fait, les vins de lit, les vins de presse, les vins à pH élevé, les vins qui ne sont pas filtrés, c'est une alternative supplémentaire pour la protection vis-à-vis de Brettanomyces. Donc merci pour votre attention, merci à messieurs Nicolas Merlebès et Luc Lafort, à Virginie Moine et à monsieur Dubourdieu de m'avoir permis d'être avec vous, de vous présenter ce soir.